Alors, on a coupé ça, j'ai pesé sur un mauvais bouton. Donc, bienvenue tout le monde dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 23 mars 2025. Donc, aujourd'hui, on parle de plusieurs choses, notamment de cette purge de l'État profond. On va encore aller dans les détails avec le rôle d'Elon Musk. Elon Musk qui arrive à la fin d'un cycle qui a commencé il y a 75 ans avec les accusations du sénateur Joseph McCarthy qui accusait plusieurs Américains dans les institutions d'être membres du Parti communiste. Et une chasse aux sorcières s'en était suivie. Et il y avait même eu des audiences et il faisait des déclarations choc et ça a ébranlé le monde politique américain. Cette chasse aux sorcières, il disait que c'était 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, selon McCarthy, étaient déjà infiltrés par des communistes, des socialistes, des gens qui avaient pour but de transformer graduellement les États-Unis du pays capitaliste qu'ils étaient, avec les libertés individuelles, etc., le transformer graduellement à travers le socialisme, en passant par une phase de socialisme, en allant vers le communisme. Et la façon de faire ça, c'est en infiltrant l'État, en infiltrant les institutions, etc. Par la suite, JFK est arrivé et nous a fait le discours qu'on a tous entendu 1 million de fois sur la subversion des institutions, l'infiltration des institutions du mouvement révolutionnaire mondial, l'infiltration par le mouvement révolutionnaire mondial des institutions américaines, mettait en garde contre ça. Et finalement, il a été assassiné. Et les tentatives de mettre un terme à cette infiltration socialiste-communiste ont toujours échoué jusqu'à temps que Trump arrive. Et la façon d'arriver à ça, et là, il y a des indications avec ça. Donc, il y a un lien entre McCarthy, ce que Joseph McCarthy affirmait dans sa chasse aux sorcières, ce que JFK a affirmé et finalement ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec le démantèlement de l'État profond, le démantèlement de la CIA graduel, ça se fait tranquillement, là, la CIA, du USAID, des médias américains à l'étranger, l'appareil de contrôle, le département d'éducation, entre autres, parce qu'il vient de signer un décret qui abolit le département d'éducation. Ce n'est pas nécessairement effectif immédiatement, il doit passer par le Sénat, etc., mais ça donne une intention politique. Donc, détruire cette espèce d'infiltration communiste, parce que ça fonctionne beaucoup, socialiste, communiste, finalement, qui se présente sous la forme du wokisme, beaucoup de la théorie critique. Aux États-Unis, ils ont la théorie critique, le racisme systémique, ce genre de trucs-là. Et tous ces avatars, donc purge du département de l'éducation, etc. Et finalement aussi comprendre l'action de Elon Musk, qui est encore une fois mal compris. J'écoutais des lives à gauche et à droite et les gens finalement ne comprennent pas que parce que Musk est la personne toute désignée pour mener à bien le projet d'assainissement de l'État du Marais, c'est-à-dire de l'État profond des institutions américaines, parce que l'appareil américain est tellement gros, c'est une machine de centaines de milliers, de millions de personnes avec très peu de... C'est impossible de passer à travers tous les papiers, là, comme individuellement, un par un, tous les dossiers, etc. On doit traiter ça par l'intelligence artificielle, on doit aller rapidement si on ne veut pas terminer en 2075. Si vous allez sur Mars avant d'avoir assaini le gouvernement américain. Je ne pense pas qu'on ira sur Mars, là, mais pour procéder, par exemple, à l'intérieur d'un mandat, on a besoin automatiquement de passer les données à l'intérieur de l'intelligence artificielle et d'opérer le genre d'efficacité dont Musk s'est rendu le spécialiste et l'exemple mondial, avec ce qu'il a fait avec ses compagnies et aussi avec X, Twitter, quand il est arrivé là, il a renvoyé 90% des employés. Et ça n'a pas rien changé à l'utilisation, à l'interface utilisateur. On n'a rien senti, n'est-ce pas? 90% des employés ont été renvoyés. Ça va être la même chose avec le gouvernement américain. Ils vont pouvoir envoyer une gigantesque proportion des employés sans que ça ne touche les services, en réduisant de toute façon, en retournant aux États, qu'est-ce qui est de la responsabilité des États. Et justement, l'abolition du département d'éducation, c'est le département d'éducation fédéral. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de département d'éducation chez les États. C'est comme avec l'avortement, il retourne aux États
la responsabilité de l'éducation, etc. Il dégraisse la machine, etc. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui était critiqué par le sénateur Joseph McCarthy, c'était juste un sénateur à cette époque-là, qui disait ça, et il s'est pris tous les médias dans la gueule, comme Trump s'est pris tous les médias dans la gueule, bien sûr, parce que les médias étaient contrôlés par le camp communiste socialiste et maintenant mondialiste. Aujourd'hui, c'est les mondialistes qui contrôlent les médias et qui nous poussent toujours dans le même genre de trame narrative de toujours plus d'ouverture des frontières et d'abolition de la souveraineté, etc. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la version plus dure communiste de la même idéologie, et ça a été dénoncé en premier par McCarthy. Il s'est pris les médias dans la gueule, et après ça, JFK a annoncé ça dans un discours ça aurait dû être un discours à la nation, mais il a fait ça seulement devant la galerie de la presse, et donc c'est un discours qui est resté très, 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 pas très publicisé. Et où est-ce qu'il dit exactement la même chose? Nos institutions ont été subverties par un mouvement de subversion, d'infiltration, etc. Et donc, c'est graduellement, et ça, c'était dans les années 60, graduellement, on voit, ils prennent le contrôle à travers les agences de renseignement, la CIA, etc., toujours de parties toujours plus grandes du gouvernement américain. Ils placent leurs personnes. Par exemple, à partir du moment où est-ce que tu contrôles un président, bien, tu peux faire en sorte que le président nomme telle personne à l'éducation, telle personne dans tel autre secteur, et finalement, ces gens-là vont nommer par leurs successeurs, et c'est comme ça que graduellement, genre de décennie en décennie, tu en arrives à une prise de contrôle pratiquement totale du gouvernement, et c'est ce qu'on a vu durant la crise de la COVID. On a vu la quasi-totalité du gouvernement agir de façon comme monolithique contre la population. Ils étaient tous d'accord, il n'y avait pas de dissension. Les ordres professionnels sont embarqués là-dedans, les médias, vous vous rappelez comment c'était monolithique au niveau de l'establishment? Bien, ça, c'est 75 ans depuis McCarthy, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est 80 ans maintenant de prise de contrôle graduelle de l'appareil étatique et de la société, placer les bonnes personnes. Ils ne savent pas tous nécessairement ce qu'ils font, mais si on met en place des personnes qui jouent, qui sont prêtes à jouer le jeu, certaines le savent, certaines ne le savent pas. On met des lâches, des pleutres, des personnes qu'on peut contrôler, on met des pédos, pour en arriver à ce genre de contrôle-là. Okay? Et là, ce qu'on doit faire, c'est dégraisser l'appareil gouvernemental au complet et partir. Et il y a tellement d'employés, c'est tellement gros que finalement, ça prend quelqu'un comme Elon Musk qui connaît, qui maîtrise l'efficacité, quelqu'un de l'entreprise privée. Tu ne peux pas mettre quelqu'un du secteur public là-dedans. Tu dois mettre quelqu'un de l'entreprise privée, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui s'y connaît en intelligence artificielle. Et c'est aussi beaucoup ce qui est reproché. Vous le savez, les gens n'aiment pas l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui est reproché à Elon Musk. On lui dit ouais, mais tu es un gars d'intelligence artificielle, toi, et c'est pas bon pour la société. Et donc, mais c'est ce qui est nécessaire pour passer à travers les millions de dossiers de personnes. Savoir, par exemple, juste la sécurité sociale aux États-Unis, là, ils viennent de purger 3 millions de personnes. Le 18 mars, c'était au début de la semaine, ils viennent de purger 3 261 057 personnes de la sécurité sociale qui étaient toujours inscrits à la sécurité sociale, qui recevaient probablement des allocations, qui pouvaient aller voter, âgés entre 120 et 159 ans. Imaginez ça, c'est comme nés avant la guerre de sécession. Ils étaient toujours là. C'est comme les Algériens de plus de 100 ans qui reçoivent encore des pensions. Là. Oui, ben c'est ça. Ils auraient besoin d'un départ. Comment ils ont pu passer à travers des dizaines de millions, en fait des centaines de millions de dossiers de la sécurité sociale pour savoir qui avait plus de 120 ans? C'est avec de l'intelligence artificielle, ça se fait pas sinon. Si tu fais ça, genre, en léchant tes doigts puis en tournant les pages, tu n'auras jamais fini. Et donc, ça prend une équipe qui s'y connaît. C'est pour ça que Musk a été choisi. C'est pas vraiment pour autre chose. Et là, on lui reproche, why those reports of those using AI have experts worried about massive risk? On nous dit que c'est un risque. Et évidemment, il n'y a jamais rien de positif chez les médias, comme chez les Black Pill d'ailleurs, si les deux sont main dans la main.
Et pour assainir le marais, on nous dit notamment ici, j'ai traduit le texte, je vais faire ça maintenant, je ne le faisais pas avant, mais je le fais maintenant. Je ne vous ai pas demandé en passant si le son et l'image étaient beaux. Donc, l'équipe du département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk utiliserait l'intelligence artificielle pour guider ses décisions de réduction des coûts, une tactique qui, selon les experts en intelligence artificielle, pourrait entraîner des failles de sécurité, des choix de licenciement biaisés et des réductions de personnel gouvernemental hautement qualifié et essentiel. On pourrait perdre la perle de la perle, la prunelle de nos yeux du gouvernement. S'appuyer sur un système d'AI pour une telle opération est extrêmement complexe et difficile et cela comporte des risques considérables de violation des droits civiques. Plusieurs rapports récents des médias citant des sources anonymes, indique que l'équipe Doge de Musk utilise désormais l'IA pour aider à accélérer ces réductions. C'est partout. Hein? Doge will use AI to assess response. Tu sais, quand ils avaient demandé aux employés de dire ce qu'ils avaient fait la semaine dernière en 5 points, j'ai fait ça. Juste 5 choses. Les courriels qui ont été envoyés, évidemment, c'est des centaines de milliers, voire des millions de courriels que tu reçois. Tu ne peux pas avoir 50 000 personnes qui passent à travers tout ça, et puis c'est pas possible. Fait que tu passes ça à travers l'intelligence artificielle, comme Grok ou ChatGPT, ou des intelligences artificielles gouvernementales beaucoup plus efficaces auxquelles on n'a pas encore accès. Okay? Il y a probablement, par exemple, la NSA a certainement des intelligences artificielles très, très, très avancées qui ne sont pas accessible au public. Vous voyez, comme nous autres, on a comme des technologies comme de micro-ondes, de grille-pain, etc., alors qu'eux autres, ils ont, le gouvernement américain, à travers DARPA, etc., a probablement des technologies absolument incroyables. Okay? Democrats demands answer on Doge AI. Donc, c'est ça que je voulais dire au sujet d'Elon Musk. Les gens ne voient pas pourquoi Trump a choisi Elon Musk pour ce travail-là. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est le spécialiste de ça, justement, okay? D'utiliser ce genre du traitement de données à travers l'intelligence artificielle. Et donc, c'est la personne la personne toute désignée pour mener ce genre d'opération de dégraissage du gouvernement américain et d'assainissement du marais de l'État profond. Ce que vous voyez là, c'est l'assainissement du marais, n'est-ce pas? Donc, c'est une des promesses de Donald Trump. Quand il disait « je vais assainir le marais », vous pensiez que c'était quoi? Assainir le marais, il fait référence à McCarthy, à la chasse aux sorcières, là, anticommuniste aussi. Hein, c'est l'infiltration dont parlait JFK. C'est ça, l'assainissement. Il me semble que c'est ça que j'ai compris, puis c'est ça que j'ai expliqué à Radio-Québec. Vous ne m'avez pas donné de réponse sur le son et l'image. L'assainissement du marais, c'est la fin de la corruption, mais c'est aussi, il y a un volet administratif, c'est la fin de la corruption, des dépenses, etc. Mais il y a aussi un volet, et puis ça a toujours été ça, hein, un volet politique où est-ce qu'il vient accomplir la pensée de JFK, où on se débarrasse des gens qui ont, des mondialistes, ceux qui ont pris le contrôle des institutions américaines, et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et donc, ça va dans le sens de son démantèlement de l'USAID et de la CIA. Il a commencé avec les départs à la retraite. Et là, les documents de JFK donnent encore de l'eau au moulin au fait de démanteler la CIA. Et c'est ce que Mike Flynn demande. J'ai tout expliqué ça, en fait, dans Trump 101, la genèse. C'était il y a presque 1 an, il y a 9 mois, l'été dernier, mois de juin dernier, je pense. Où est-ce que vous pouvez... Et donc, il y a aussi, par exemple, toute cette infiltration, ben c'est ça, c'est ce qui est en train de défaire, c'est ce qui était dénoncé par JFK, McCarthy, etc., et l'infiltration du gouvernement américain par les mondialistes. Il y a eu cette espèce de transition entre, au début, c'était comme du communisme, du socialisme, la subversion des valeurs. Allez, comme Mike Flynn ici a publié ça ici, comme, je pense que c'est hier ou avant-hier. Je veux que tout le monde lise ce message. C'était de Nikita Khrouchtchev qui disait que les Américains sont vraiment naïfs, mais ils n'accepteront pas le communisme dur comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir en premier contrôler les institutions, passer par une phase douce de socialisme,
jusqu'à temps qu'un jour il se réveille et qu'il soit dans le communisme. Hein? Donc, nous allons affaiblir votre économie, etc. Éventuellement, le fruit mûr va tomber dans nos mains. Et ce que Trump est en train de faire, c'est le contraire de ça, ce qui avait été annoncé par Khrouchtchev à travers la prise de contrôle des institutions, l'infiltration du Parti communiste, qui a été, je me répète là, qui a été l'objet de la chasse aux sorcières de McCarthy, mais qui a été dénoncé par la suite par Kennedy. On a cru pendant un certain temps avec Reagan que le communisme avait été vaincu, mais les institutions étaient toujours corrompues. Et là, Trump arrive et, avec Musk, fait le ménage là-dedans et coupe. Et ça a été aussi dénoncé. C'est une opération de sécurité nationale parce qu'avec l'arrivée de Barack Obama à la présidence, c'était l'ensemble du gouvernement, ce que j'ai expliqué, là, c'est-à-dire on est parti très, très bas et finalement, c'est l'ensemble du gouvernement jusqu'à la branche exécutive qui a été prise en otage, prise de contrôle, qui est tombée sous le contrôle des mondialistes avec Barack Obama. Et c'est pour ça que l'ensemble de l'action du président Trump cible Barack Obama et qu'il va y avoir, comme le demande Mike Flynn, encore une fois, dans à peu près tous ses messages récemment, il va y avoir accountability, c'est-à-dire les gens vont devoir payer. Vous voyez ici, ça c'était encore une fois le 21 mars, il y a 2 jours. I think the word we hear more often now is accountability. Hein, c'est-à-dire l'imputabilité. Les gens qui ont commis des crimes vont devoir payer. Ça fait depuis que l'élection de Donald Trump qui martèle le même clou, que les gens vont devoir payer. Si on était dans une logique où Trump a été élu et là, il faut tourner la page et on n'est pas du tout là-dedans. Là. Flynn n'est pas là-dedans, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des étapes avant que les choses se placent. Tu veux assainir le marais. Qui résiste au président Trump là, présentement? Qui a la capacité de mettre des bâtons dans les roues du président Trump? C'est le pouvoir législatif, administratif, l'État profond au sens de la bureaucratie, les juges, on le voit avec les juges là, qui mettent des bâtons dans les roues, etc. Et donc, qu'est-ce que Trump fait? C'est qu'il réduit les irritants potentiels. Mais il n'y a aucun abandon de la volonté d'aller au bout des choses et d'écrouer Barack Obama. Aucunement. C'est juste que tu peux pas. Là, on est dans une logique à l'international, on essaie de régler les conflits, on essaie d'arriver à la paix. Ça, c'est l'agenda America First. Hein? Donc, America First, on essaie d'avoir une paix, de créer un État palestinien. Il y a les négociations qui sont en cours pour l'Ukraine. Ici, on apprenait hier qu'il y a justement des discussions qui sont en cours pour la division territoriale de l'Ukraine, etc. Donc, il y a ça qui doit être réglé en premier. Et quand tu as réglé, il a fait ça durant son premier mandat, c'est-à-dire que une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il est parti à l'étranger, puis il a éteint les feux. Il est allé en Arabie Saoudite, il a dit, vous allez arrêter de financer le djihadisme, etc. Et donc, tu apaises la situation internationale. À l'intérieur, tu te débarrasses de ceux qui pourraient poser une menace. On le savait, hein, dans son premier mandat, il y avait la moitié du Parti républicain qui était prêt à lui planter un couteau dans le dos. Il s'est débarrassé de ces gens-là. C'est ce que tu dois faire politiquement si tu veux avoir une action efficace. On s'entend, il y a une séquence. Si vous y réfléchissez, les gens sont là. Oui, tu donnes toujours des excuses, Alexis. Non. Asseyez-vous, puis pensez, là maintenant, là, ça fait longtemps le premier mandat, là, est-ce que c'était possible, sachant qu'il était sous enquête pour collusion avec la Russie, et puis il y avait tous les médias contre lui et la moitié du parti qui était prêt à le trahir, est-ce que c'était réellement le moment? Pensez-y. Is the stage set, comme disait Q, là? Est-ce que tout a été mis en place pour le coup final? Ou non, on le sait maintenant, ça ne sert à rien de dire le contraire, mais là c'est exactement. Sauf que là, ça avance à vitesse grand V. Et donc, tout ça pour dire que est en train c'est ça. Donc, agenda America First, là, il est en train d'assainir le marais. Il réduit les irritants potentiels face à ceux qui pourraient lui résister. Mais l'objectif, ça a toujours été, encore une fois, un objectif de sécurité nationale. Je l'ai toujours dit à Radio-Québec. Et c'est souvent, je reçois des courriels, des gens qui disent, des gens très sensibles, qui disent, oui, mais comment peux-tu justifier la sécurité nationale? Et puis, c'est toujours la perspective de Radio-Québec. On essaie d'avoir une vision synoptique des choses. On a expliqué, c'était collé sur les événements, puis
la personne, par exemple, l'employé qui a perdu sa job et puis l'employé je sais pas, du département de l'énergie ou de n'importe quoi, sport US qui a perdu sa job, finalement, il y avait un problème d'alcool, il s'est suicidé, mais là, tu dis, tu peux rien faire. Si tu restes au niveau local, je l'ai expliqué, la théorie des paliers, là, regarde, là, Robert Walton, tu l'as renvoyé, Musk l'a renvoyé. Il y en a sûrement des drames comme ça, là. Il l'a renvoyé. Pourtant, il faisait un bon travail. Il a perdu sa job, sa femme l'a laissé, il a commencé à boire, il s'est tiré une balle. Pire encore, il a peut-être fait pire encore, je ne veux même pas le nommer. Mais si on reste au niveau local comme ça, on n'est jamais capable de rien faire. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire à Radio-Québec. À Radio-Québec, il faut toujours s'élever, prendre de la hauteur pour comprendre les choses. Il faut aussi prendre donc, il faut avoir une vision synoptique, mais aussi dans la profondeur avec une vision historique. Et quand on comprend que Trump accomplit McCarthy, à travers la subversion des institutions, etc., puis qu'on était rendu à un niveau de subversion totale avec l'arrivée de Barack Obama et que c'est une opération, j'ai expliqué tout ça encore dans Trump 101, toute l'arrivée de Barack Obama, menace à la sécurité nationale, aux institutions, à la Constitution des États-Unis, enemies foreign and domestic. Là, on comprend qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le Doge et les coupes, etc., et pourquoi Elon Musk était nécessaire. Un autre qui a parlé de ça, c'est Larry McDonald. C'est un type intéressant, ça, Larry McDonald. Ça, encore une fois, en termes de référence historique, Larry McDonald, qui était un congressiste américain, qui était membre aussi de la John Birch Society. John Birch, c'est le premier citoyen américain qui est décédé lors de la guerre froide. Il a été abattu par les communistes en Chine. C'est un bénévole, un missionnaire chrétien, je pense, en Chine, et il s'est fait abattre par les communistes chinois. Et il y a une société qui a pris son nom pour combattre le communisme. Larry McDonald était un membre de la John Birch Society et a expliqué, c'était à l'époque où on pouvait encore critiquer les mondialistes et dire, il disait ce que tout le monde savait, c'est-à-dire que le Council on Foreign Relations, la commission trilatérale, etc., des éléments de la CIA et tout ça, sont en train de subvertir la souveraineté nationale des États-Unis, la souveraineté des États-Unis, et veulent un gouvernement mondial. Il l'expliquait, et finalement, Larry McDonald il était un des plus vocaux, il allait à la télévision, et puis il était un peu comme McCarthy. Et finalement, son avion a été abattu. Korean Airlines Flight 007, c'est l'avion qui a été abattu en 1983, ou je ne me rappelle plus, là, c'est-tu 83? Oui, c'est en 83, alors qu'il s'en allait en Corée. Il partait de l'Alaska, s'en allait en Corée, et il a été abattu par des chasseurs russes. Les Russes ont dit que c'était un avion espion. Mais finalement, ce qui traverse encore une fois tous les discours de tous ces penseurs-là du McCarthyisme, la chasse aux communistes, de McCarthyisme, de lui, Larry McDonald, de JFK, qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent tous que J.D. Vance et Trump ont dit, c'est-à-dire que l'ennemi est intérieur. Que l'ennemi est intérieur. Voyez-vous on a comme un super bel arc historique de la pensée américaine, et ce que Trump fait, c'est qu'il accomplit ce qui a été impossible à faire auparavant. Il accomplit l'impossible. Parce qu'on a maintenant les outils, on peut se débarrasser de la fonction publique avec les AI et tout ça, de l'intelligence artificielle. Et donc, il se débarrasse, parce que le communisme, le socialisme a besoin d'un léviathan, un gigantesque État qui contrôle tout. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois, du berceau jusqu'au cercueil, qui vous taxe jusqu'à temps que vous ne soyez plus capable de rien faire, que vous n'ayez plus nécessairement votre argent. Au Canada, on n'a plus notre argent. Les gens fuient le Canada. Hein, c'est devenu... le gouvernement prend, surtout au Québec, et ça a été utilisé justement lors d'un point de presse, là, mais j'aurais dû l'avoir là, lors d'un point de presse, un point de presse de la Maison-Blanche par la porte-parole. Elle a dit, regardez le Québec, dans la Maison-Blanche, dans la salle de presse, elle a dit, regardez le Québec, ils sont taxés à 53 %. Puis ça, imagine ça, on est taxé à 53 %. Puis ça, c'est sans compter tous les trucs, genre les taxes municipales, parce que les taxes municipales, elle n'a pas compté les taxes municipales. Les taxes municipales, ce que tu dois payer au gouvernement pour juste avoir une plaque sur ta voiture, ton permis de conduire, finalement, et c'est ça le communisme. Le communisme, c'est le gouvernement qui capte
toujours plus, voire la totalité de ton revenu, puis qui te donne les services auxquels tu as droit selon lui. OK? Genre, c'est souvent des services de merde, comme au Québec, puis comme ailleurs, comme en URSS dans les années 80. OK? Donc, c'est ça le communisme, c'est ça qu'ils sont en train de régler aux États-Unis. Ils s'attaquent donc à l'ennemi intérieur. OK? Et là, je vais vous faire écouter, je ne sais pas, j'ai une affection particulière pour ce Larry McDonald. J'ai déjà montré le clip dans un des web journaux de Radio-Québec. Et voilà, il n'est pas traduit, mais je le mettrai sur Telegram. Je vais le traduire. C'est un clip de 1 minute et quelques. Où est-ce qu'il explique? Le présentateur lui dit, vous parlez d'un gouvernement mondial, vous dites qu'il y a des Américains qui sont coupables de trahison, qui essaient d'amoindrir la souveraineté des États-Unis, transférer les pouvoirs vers un gouvernement mondial, etc. Puis lui, il dit, ouais, il parle, c'est ça, ce que j'ai expliqué depuis longtemps à Radio-Québec, le Council on Foreign Relations, la commission trilatérale. Et là, il dit même le FMI, il dit le FMI, et le rôle du FMI, c'est de faciliter ça. De faciliter de mettre du beurre, de la transition, ou de la vaseline, c'est au choix. Je vous montre le clip de Larry McDonald. The John Birch Society considers communism only one arm of a master conspiracy in which socialist American insiders are plotting to establish world government. Donc, le communisme n'est qu'une branche d'une conspiration mondiale visant à établir un gouvernement mondial. C'est ce que vous affirmez avec la John Birch Society. Saying that former Secretary of State Alexander Haig and CIA Director William Casey are two of these Il parle d'un ancien directeur de la CIA, un admiral, etc. Il nomme des noms, là. Conspirators who are plotting to establish world government. Well, Tom, I'm sure being a long-standing member of the Rockefeller apparatus, and as a member of the Council on Foreign Relations of longstanding, you're fully aware that there is an elitist core in this country that has seen value in subsidizing communism, of protecting communism. Donc, il y a des élites aux États-Unis, puis là, il dit, c'est prouvable, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus qui montrent, il y a des élites aux États-Unis qui ont favorisé, qui ont financé le communisme et favorisé son émergence, même aux États-Unis. On pourrait parler, entre autres, du livre d'Anthony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution, ou le livre de Carol Quigley, qui va nommer un petit peu plus tard dans l'entrevue, Tragedy and Hope, dont j'ai parlé à Radio-Québec, qui explique exactement tout ça, que l'objectif, c'est de faire des États-Unis, de passer par une phase de socialisme, détruire la liberté individuelle et le capitalisme et d'arriver à travers le socialisme à une phase finale où les États-Unis cèdent leur souveraineté et on arrive au socialisme mondial. Sure. You're accusing me of subsidizing communism? No, I'm saying because that I happen to belong to a there is an elite core. Study group? No, wait a minute. There is an elite core in this country that has dominated American society. Well, I'm not one of them. Well, The Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. State Department, I suppose? Well, let's face it, they've dominated the State Department for 40 years. And ils ont dominé le département d'État depuis 40 ans. Ça, c'était depuis donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le département d'État, c'est la CIA, c'est la politique étrangère. Et là, vous voyez les liens entre... c'est ça, les liens entre la politique étrangère, la CIA, le communisme mondial, etc. pretty much openly All right, so. but what are they trying to do? Well, their objective is to try to bring about a gradual transition in our society, a dissolving of sovereignty and Une transition graduelle de notre société, la dissolution de la souveraineté nationale. C'est pas ça qu'on est en train de voir partout avec toutes les hosties de traités qui nous font signer, où est-ce qu'on est, le traité sur l'immigration de Marrakech, le pacte de Marrakech et tout ça. Cession de la souveraineté, le pacte de l'OMS pour les pandémies. Cession sans cesse, une après l'autre, de la souveraineté nationale. Ils disent pas que c'est du communisme, mais c'est ça finalement. moving steadily to the left on the political spectrum. Et le fait de déplacer constamment, moving to the left on the political spectrum, c'est-à-dire déplacer ce que j'ai appelé la fenêtre d'Overton, moving sur le spectre politique, déplacer l'opinion publique toujours plus à gauche. Il explique tout ça. Il y a 40 ans, le sénateur Larry McDonald explique tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. The belief, the elitist groups that I mentioned, particularly key individuals and policymakers in the Council Is the on Foreign International Relations. Monetary Fund part of this? Well, I would say the International Monetary Fund has certainly been set up for the purpose of facilitating
that transfer of sovereignty and transfer of wealth on the road. Right, we elected Mr. Donc, le Fonds monétaire international a été justement mis sur pied pour faciliter la transition politique et le transfert aussi de richesses, hein, parce que c'est ça, rappelez-vous, la COVID, c'était ça, on écrasait les petites et moyennes entreprises au profit des gros conglomérats, Costco, Walmart, Amazon, etc. Let me just finish the point, because otherwise we're going to have a lot of unanswered questions. That you are looking at a group that has worked to bring about a dissolution of national sovereignties on the road to world government. And certainly you're familiar with local professor Carroll Quigley, who has been part of your club, in which he admitted all this. And he said... Là, il parle de Carroll Quigley, dont j'ai parlé dans d'autres web journaux. Il dit, il faisait partie de vos clubs, le professeur Carroll Quigley faisait partie de vos clubs sélects, de vos cénacles. Et il a écrit un livre, Tragedy and Hope, où tout ça est expliqué. Carroll Quigley a eu accès aux archives de cette organisation visant à abolir la souveraineté nationale et d'arriver vers un gouvernement mondial. Carroll Quigley a eu accès aux archives et il dit qu'il a publié un livre démontrant tout ça. Il y a toute une histoire avec ce livre-là. On a tenté d'empêcher la publication. Et Carroll Quigley dit, la seule chose avec laquelle j'étais pas d'accord, c'est qu'on garde le secret et qu'on n'explique pas à la population pourquoi on est en train de faire ça. Que ça se fasse de façon clandestine. C'était le seul point d'achoppement. Carroll Quigley était d'accord avec la finalité du projet, mais il pensait que c'était pas bien de ne pas le dire à la population. In his book, Tragedy and Hope, the only thing I disagree is that we've worked to keep it a secret. He said that the objective, the secret policy, which we can't tell the American public because they're not sophisticated enough to see the value, is that through a steady result of erosion of new deals, we bring the American society steadily to the left. All right. And through a sound concept of benign containment, we merge into the vital center of the socialist left. Those are his words, not mine. Donc, c'est ça. Toujours faire en sorte, ça se fait à travers le département de l'éducation et les médias. Ce qu'il vient juste de dire à la fin, là, de faire passer toujours la société américaine toujours plus à gauche. Tu sais, les fuckés que vous voyez, là, avec, je veux dire, tu sais, les woke, là, qui crient tout le temps, puis qui mettent le feu, puis qui sont violents, c'est pas... tu sais, par exemple... c'est pas la droite qui est violente. Là. Quand la droite n'était pas contente avec Dylan Mulvaney, le truc de Bud Light et les transgenres, ils ont boycotté la marque. Qu'est-ce que la gauche fait? Ils mettent le feu au Tesla quand ils sont pas contents. Okay? Donc, mais c'est toujours, évidemment, les gens de centre. C'est pas la droite, c'est les gens de centre, les gens raisonnables qui sont accusés d'être violents et extrémistes, alors que c'est réellement la gauche qui est extrémiste. Mais ce qu'il dit, finalement, c'est ça, c'est que... Et ça, c'était en 1980 qu'il y avait des personnes qui travaillaient partout, dans les médias, dans l'éducation, dans les entreprises. Rappelez-vous notamment ce qu'on appelle le capitalisme inclusif de la Rothschild, là. Caroline Rothschild, je pense que c'est ça. J'en ai parlé encore une fois dans les web journaux. Tout cette espèce de déplacement de la fenêtre d'Overton, de l'école jusqu'à l'entreprise, de l'ensemble de la société comme ça, ça s'est discuté dans les groupes, au groupe Bilderberg, à la commission trilatérale, au Forum économique de Davos, etc. Et c'est ça, une transition graduelle de la société vers l'extrême gauche. Et là, aujourd'hui, tu dis quelque chose de totalement normal, centriste, puis tu passes pour un fou alors que ça a toujours été la position normale de l'humanité, tu sais, un papa, une maman, puis des enfants, etc. Tu t'es rendu raciste ou, je sais pas, comme extrémiste. Et donc, c'est ça. Ça a été un plan ourdi de longue date visant à déplacer la fenêtre d'Overton toujours plus à gauche. Et ça se passe par, ce que je viens d'expliquer, la prise des think tanks qui poussent ça et la prise de contrôle, la prise en charge de la vie des gens par le gouvernement. Parce que c'est à travers le gouvernement que tu peux comme broyer puis mâcher du monde puis comme produire des produits finis, genre des gauchistes radicaux, là, puis faire en sorte que la petite secrétaire et puis le chef d'entreprise, le propriétaire de restaurant, finalement, il commence à penser comme tu veux, ben c'est ça. Et donc, c'est ça. Il y a un livre très intéressant qui explique en partie ça qu'encore une fois, j'avais déjà mentionné, qui s'appelle « None Dare Call It Conspiracy », avec une introduction du congressiste John J. Smith. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un des livres. C'est un best-seller international avec plus de 5 millions de copies vendues. C'est un des best-sellers où certaines des affirmations qu'on a entendues là, de Larry McDonald
où certaines des affirmations sont documentées avec des citations, etc. Je l'ai à la maison et c'est très bien. Voilà. Donc, quand on dit, encore une fois, et je veux juste que les gens, encore une fois, fassent bien le parallèle entre ce qui a été dénoncé par le sénateur McCarthy, l'infiltration communiste, et aussi McCarthy qui a été finalement le procureur qui a fait condamner le couple Rosenberg pour avoir vendu les secrets nucléaires des États-Unis à l'URSS. Donc, encore une fois, dans les années 50, le couple Rosenberg, c'était au début des années 60, fin des années 50, le couple Rosenberg vend des secrets, transfère les secrets nucléaires américains à l'URSS et ils se font attraper. Et c'était McCarthy qui a procédé, qui était le procureur, avec son adjoint Roy Cohn, qui a été l'ami de Donald Trump et qui lui a enseigné tout ce qu'il devait savoir sur la purge contre les communistes. Le fait d'utiliser Roy Cohn, qui était excellent aussi pour utiliser la presse, même négative. Sa spécialité, c'était d'utiliser la presse négative à son avantage. Et Trump, sachant ce qu'ils avaient fait à Ron Paul en 2004, là, je vous ai expliqué que Ron Paul avait essayé de se présenter puis que les médias l'avaient fait disparaître, comme ce qu'ils font avec Maxime Bernier présentement. Mais Cohn a enseigné à Trump d'utiliser la presse négative, c'est-à-dire faire des déclarations ultra controversées pour que les médias se braquent sur toi, t'attaquent et puis finalement que tu aies l'attention et qu'ils ne puissent pas te faire disparaître. Ça vient de Roy Cohn et ça a fonctionné en 2016. Trump a dépensé pratiquement zéro en publicité. Il avait un budget, une équipe squelettique. Il y avait dans sa campagne en 2016, il y avait genre 5 ou 6 personnes qui étaient comme payées. Hillary Clinton, c'était des centaines de personnes qui étaient dans l'organisation. C'était peut-être même des milliers qui étaient payés dans l'organisation. Trump, il y avait 4-5 personnes. Au début de la campagne, il y avait 4-5 personnes et il a utilisé les stratégies de Roy Cohn de publicité négative. Roy Cohn qui connaissait McCarthy qui lui aussi utilisait la publicité négative. Je vais vous montrer les planches là. Trump a tout reçu ça d'eux, l'a utilisé en 2016 et finalement, c'est ça, il est devenu, a battu les 16, il y avait 17 candidats, il a battu les 16 autres candidats, dont Jeb Bush et d'autres candidats, comment il s'appelle là? Ted Cruz, etc. Des candidats, il y avait d'autres candidats qui étaient pressentis, qui étaient beaucoup plus pressentis que Donald Trump. Et il a utilisé à merveille cette stratégie-là de la presse négative, des déclarations controversées, etc. Parlez-en bien, parlez-en mal. Mais c'est ça, pour terminer là-dessus, tout ce que ces gens-là ont en commun, de McCarthy à JFK, en passant par Larry McDonald jusqu'à Donald Trump, c'est qu'ils ont compris le danger du communisme. Et Reagan aussi, hein? Et Trump s'inspire beaucoup de Reagan, tant pour la paix que pour la purge contre le communisme. Je me répète encore une fois. Mais c'est ça. Donc, l'élément conducteur, le fil conducteur de tous ces penseurs américains-là, c'est la pensée américaine classique de l'anticommunisme. L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi est à l'intérieur. Et ce que Elon Musk fait présentement, c'est qu'il est en train de purger justement toute une partie, est en train d'enlever les armes de l'État profond du mouvement révolutionnaire mondial. Là, quand tu contrôles des pans entiers du gouvernement, tu peux utiliser des pans pour attaquer Trump, tu peux faire bloquer des trucs, mais à partir du moment où est-ce que tu as été castré, coupé, puis il ne reste plus rien, puis c'est un truc squelettique, bien, il y a de moins en moins de résistance pour pouvoir faire ce qui doit être fait, ce qui aurait dû être fait sous Reagan, ce qui aurait dû être fait sous JFK, etc., mais qui n'a jamais été fait. Et qu'on attend, le véritable assainissement du marais qu'on attend depuis longtemps. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Mais peut-être un mot avant sur la déclassification. On va y aller tout de suite, plus qu'on parle de JFK, de la déclassification des documents de JFK. Là, les gens, sur certaines il y a deux choses. Les gens sont, d'une part, déçus qu'on n'ait pas trouvé, par exemple, que le Mossad ait fait le coup, ou que le tireur de la CIA a été révélé, etc. Je pense qu'il reste encore quelque chose comme 3000 pages à déclassifier. Je ne suis pas certain. Là. Je pense qu'il y a eu un lot de 67 000 qui a été déclassifié. C'est la première batch. Après ça, il y a eu comme un autre 10 300 ou 1300. Puis il en reste encore quelques-unes.
Mais fait que c'est pas, tu sais, c'est pas, encore une fois, on va prendre, il a dit qu'il y avait déclassifié, il a déclassifié, sans caviardage. On fait quoi, là? C'est nous ou c'est vous qui aviez des attentes? Moi, j'en ai pas parlé de ça, de la déclassification, parce que j'avais aucune attente, certainement pas en ce qui concerne le Mossad, et on va y arriver. Parce que Trump est en train de négocier la paix là, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Il essaie de négocier avec Abbas, etc. Et comme il l'a dit, lorsque Zelensky était là, je ne peux pas parler en mal de Poutine si je veux signer la paix avec Poutine, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué ça à Radio-Québec, c'est un truc en diplomatie. Tu vas pas. Et là, c'est la même chose avec Netanyahou. Je l'ai expliqué aussi quand la Cour internationale de justice a condamné Netanyahou et Trump a pris la défense de Netanyahou. Oui. Il ne peut pas faire ça. S'il condamne Netanyahou, c'est la fin du processus de paix. Surtout que les gens en Israël sont assez paranoïaques, dans le genre personne, tout le monde entier est contre nous, etc. Donc, tu veux au contraire te faire passer pour leur meilleur allié en disant le deal que je vous offre maintenant, il n'y en aura jamais. Jamais personne ne va avoir un deal plus favorable que celui-là. Donc, c'était clair qu'il n'y allait pas avoir quelque chose qui allait condamner Israël. Si vous êtes, juste à cause du contexte diplomatique international, il essaie de négocier la paix avec Israël au Moyen-Orient. Il ne va pas crucifier. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, mais il n'y a rien dans les documents. On ne va pas pleurer, il n'y a rien dans les documents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez quelque chose de plus... là, il y a une vidéo dont je vais parler ici. Ce gars-là, ça fait 2-3 fois que je le vois passer avec des déclarations super chocs sur Twitter. Et là, il dit les documents ont montré l'implication du Mossad dans l'assassinat de JFK. Je l'ai tué à quelque part ici. Oui, je pense que je l'ai. On va mettre ça comme ça. Hey guys, so here we are. This is an incredible day. Amazing things are happening. Who would have thought that President Trump would release unredacted files of the JFK assassination? Many think that he's on the side of the Zionists because he is not able to say anything negative about Israel, because the whole American government and the whole voter base of Trump is brainwashed to support Israel. So là, ici, sur ce qu'il dit là, il a raison. Il a raison que Trump est d'une certaine façon menotté sur ce qu'il peut dire, sauf que, puis là, après ça, là, il dépasse les bornes juste dans la déclaration après. Écoute. Can't say anything negative about them. He has to play the game of supporting them, but what he can do is release the files that show the involvement of Israel, the involvement of the Israeli intelligence agency, how the CIA instructed to black out the word Israel from all the declassified documents, how the CIA specifically forbid the mentioning of the word Israel or the Jews. And Trump has released the documents unredacted. Nothing has been blacked out. They show that the Jews are in control of America. Alors, là, ici, vous voyez ça ici, il n'y a rien dans les documents qui montre ça. Ça ici, c'est le gars, après nous avoir fait comme, tu sais, nous avoir beurré pour... ce qu'il disait avant, c'était vrai. Il n'y a rien dans les documents qui ont été montrés que les Juifs sont en contrôle de l'Amérique. Rien. So that the Jews are in control of America. They are behind the murder on JFK. Encore une fois, rien là-dessus non plus. Israel did it. Israel did it. OK. Et donc, oui, et cette vidéo-là, finalement, est partagée par des milliers et des milliers et des milliers de personnes, alors qu'il n'y a rien dans les documents qui montrent ça. Si vous voulez, là, je sais, je vois tout de suite les personnes se lever, Alexis défend encore. Non, c'est juste, soyons factuels sur les faits. Les documents qui ont été rendus publics, il n'y a rien de ce que ce gars-là affirme au sujet qui montre qu'Israël l'a fait, qui est là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Si vous voulez quelque chose qui montre qu'Israël a passé le contrat, ici, il y a Alain Soral qui dit « Le commanditaire de l'assassinat de JFK était Ben Gourion. Le travail de Guyenot le démontre depuis des années. » Donc, c'est ici, c'est lui, Laurent Guyenot. Il a écrit un livre sur JFK et le 11 septembre. Ici, vous avez JFK, 11 septembre, 50 ans de manipulation, où vous allez probablement trouver des sources qui impliquent Israël dans du contrôle des États-Unis. On sait notamment à travers Epstein, ça, j'ai pas de problème avec ça.
je l'ai dit, là, qu'il y avait Epstein, c'est une opération de chantage, etc. Mais dans les documents qui viennent d'être sortis, il n'y a pas ce que ce gars-là explique. C'est juste pas là. Et donc, quand vous partagez des vidéos, j'ai vu plein de personnes que je suis qui partageaient cette vidéo-là comme si c'est la preuve que... T'as-tu lu? Il n'y a rien dans les documents. Ce gars-là est un affabulateur. Ça fait 2-3 fois que je vois ces vidéos passer. Puis il dit comme 80% de trucs que tu veux entendre. Puis après ça, la cerise, là, sur le gâteau, c'est complètement débile. Faites attention, mais c'est ça. Donc, dans les documents, il n'y a rien qui montre ça. Si vous voulez d'autres sources qui vont vous satisfaire à ce niveau-là, je vous invite à lire le livre de Laurent Guyeno, JFK, 11 septembre, qui sera probablement, recommandé par Alain Soral, qui sera probablement beaucoup plus documenté, mais dans les documents qu'on a vus, il n'y a juste pas ça. On ne trouve pas que le Mossad est impliqué là-dedans. Il n'y a rien, aucune preuve de ça. Ce qu'on remarque, par exemple, il y a comme de la potentielle trahison là-dedans. Et c'est la CIA qui prend le blanc. Vous avez ici... Donc, on s'entend, là, ceux qui veulent plus de preuves, vous allez ici. OK? Le Guyeno qui disait finalement que QAnon, qu'il y avait rien, que c'était pas sérieux, que les personnes qui l'écoutaient finalement ne prenaient pas ça au sérieux, etc. Mais le gars n'a absolument rien compris sur QAnon. Apparemment, il ne savait pas que Trump, il n'a pas suivi tous les signes, les tweets de Trump, les tweets de Flynn, les clins d'œil, Dan Scarvino. Il n'a pas lu probablement les posts de Q non plus. À l'époque où s'il y avait des coïncidences, où les anonymes demandaient à Trump, mets ça dans ton tweet, Trump le mettait, les liens entre les anonymes et le président, la partie le dialogue sur 8chan, il n'était pas là. Et puis, c'est juste... Mais en tout cas, espérons que son livre est plus sourcé, mais je vous le mets comme référence pour dire que je n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Là. C'est juste que dans les documents qui sont sortis, il n'y a pas ça. Ça ne veut pas dire que le Mossad n'avait pas intérêt à le faire. Il y avait effectivement un intérêt à le faire, puisque Kennedy essayait d'empêcher les Israéliens d'avoir l'arme nucléaire. Ça, c'est niveau stratégique fois 1000. C'est-à-dire le petit pays au Moyen-Orient, là, seul contre des millions d'Arabes, avait absolument besoin, c'était une nécessité absolue qu'elle ait l'arme nucléaire, etc. Et il était inconcevable pour Ben Gourion, à l'époque, le président israélien, le premier ministre israélien, que la réponse soit non. Ça leur prenait des armes nucléaires et donc il fallait espionner les États-Unis. Et là, alors que JFK bloquait les transferts, il devenait un problème pour Israël, vous comprenez? Puis JFK avait ordonné des inspections de la centrale de Dimona. Et on voit très bien que, oui, il y avait comme un potentiel intérêt à Israël de se débarrasser de JFK. Mais est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils ont juste utilisé leur contact à la CIA pour le faire? Encore une fois, alors que on était au début des années 60 et Israël venait juste d'apparaître sur la carte et leur service de renseignement, le Mossad, n'était pas encore super développé et tout. Il est fort probable qu'ils aient plutôt demander à la CIA de le faire, qu'ils aient, tout en se gardant les mains propres. Ça, c'est beaucoup plus le style du Mossad. Mais d'une façon ou d'une autre, que ce soit le Mossad qui l'ait fait directement, qu'ils aient joué un rôle de superviseur. Dans les documents, il n'y a rien qui dise que c'est le Mossad. Ça ne sert à rien de tourner en rond. Ce qu'on a vu dans le document, cependant, c'est ça ici. Vous voyez, Wikileaks attire l'attention là-dessus ici, en citant une partie du document. La CIA a supprimé les liens du haut gradé James Jesus Angleton avec les services de renseignement israéliens, comme le montre ce dossier non expurgé des archives de l'assassinat de JFK. Angleton avait saboté la politique de JFK visant à empêcher Israël d'acquérir l'arme nucléaire. Et là, ça, c'est la CIA. C'est un haut gradé, c'est un très haut gradé de la CIA. Angleton, c'est lui ici, là. C'est lui. Classified JFK files, transcript reveal Israeli scientists and US experts may have played role in transfer of nuclear intelligence to Israel. Finalement, c'est la CIA qui a désobéi, c'est de l'insubordination, là. La CIA a désobéi au président des États-Unis et a transféré des secrets nucléaires à Israël. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles Mike Flynn dit, encore une fois, là, il est sur le cas, je vais y arriver, là, que plusieurs pays ont participé à ça. Il dit...
il cite ici, intéressant, il cite une des personnes, George Christensen, qui dit que l'Australie et d'autres pays ont participé, savaient et ont participé à l'assassinat. Okay? Donc, allez voir sur la timeline de Mike Flynn, avec documents à l'appui, l'Australie et d'autres pays savaient et ont participé à l'assassinat de JFK. Mais là, il dit ici, donc, Angleton avait saboté la politique de JFK visant à empêcher Israël d'acquérir l'arme nucléaire et était salué par le chef du Mossad. Angleton était salué par le chef du Mossad, Meir Amit, comme le plus grand sioniste de tous. Lui, le Angleton. Le plus grand sioniste de tous. On a également découvert qu'il avait dissimulé des documents à la commission Warren sur l'assassinat de JFK. La commission Warren, c'est l'assassinat de JFK, là. Il avait dissimulé des documents à la commission Warren sur l'assassinat du président Kennedy. Peu de temps avant sa mort, Angleton a déclaré « Plus vous mentiez et plus vous trahissiez, plus vous aviez de chances d'être promus. En dehors de leur duplicité, la seule chose qu'ils avaient en commun était le désir de pouvoir absolu pour la CIA. » Ce qui est déclassifié, Trump a déclassifié les documents de JFK, c'est comme une attaque contre la CIA essentiellement. Okay? Il n'y a rien dans ce qui a été, encore une fois, je répète une dernière fois parce que les gens n'écoutent pas. Peut-être que les gens dans le chat ont lâché le clavier 30 secondes. Je niaise. Mais il n'y a rien. Trump l'aurait pas rendu public si ça allait s'aborder ces négociations, vous comprenez, avec pour la paix au Moyen-Orient. Il n'aurait pas rendu ça public, il n'aurait pas fait ça. À ce moment-ci, en tout cas, si ça allait comme faire en sorte qu'il ne gagne pas son prix Nobel de la paix et qu'il ne soit pas reconnu comme le pacificateur. Si ça allait faire échouer les négociations, il n'aurait pas rendu ça public. Donc, il l'a rendu public parce qu'il savait que ce n'était pas dommageable pour Israël, mais c'est extrêmement accablant pour la CIA et ça va exactement dans le sens de ce que j'explique depuis le début de Radio-Québec, qu'ils veulent démanteler la CIA. Mike Flynn le rappelle encore une fois dans d'autres tweets. Et il parle justement, il y a d'autres vidéos où est-ce qu'il parle de l'implication de la CIA là-dedans et que la CIA, que les responsables doivent être tenus coupables et qu'il doit y avoir un ménage dans les agences de renseignement, etc., etc. On voit d'autres trucs où est-ce la CIA demande à ce que le mot Israël soit expurgé. Caviardé, on souligne Israël, mais encore une fois, c'est pas une preuve que Israël l'a fait. C'est juste qu'on veut, Israël souhaite la discrétion et n'apparaître nulle part, etc. C'est quoi que ce soit, c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais de toute façon, c'est ça. Encore une fois, s'ils ne sont pas derrière, il n'y a pas de preuves. Ils peuvent peut-être être derrière. Il y a peut-être eu un tireur, là, un 9e tireur qui était israélien. On ne le sait pas. C'est juste pas dans les documents. C'est juste ça que je veux dire, là. Et donc, ceux qui partagent des trucs comme cette espèce de clown-là qui dit que c'est les Juifs qui l'ont fait, que les documents le montrent, c'est peut-être les Juifs qui l'ont fait, mais les documents ne le montrent pas. C'est juste ça que je dis. Je m'excuse de m'emporter. Et même s'ils avaient un motif pour le faire. C'est pas parce qu'ils avaient un motif. Vous comprenez, c'est ça le... On essaie, tu sais, comme devant un tribunal, là, il y a toujours, oui, il a le motif, mais as-tu l'arme du crime? Y a-tu quelque chose qui permet d'arriver à la conclusion? Oui, monsieur le juge. Le juge va te dire, puis je me présente toujours comme ça, c'est pour ça que mes web journaux sont étayés. Je me présente comme devant un juge, avec des preuves, puis là, il n'y a pas de preuve. Il ne peut pas affirmer ce qu'il dit, ce gars-là, que c'est les Juifs qui l'ont fait. Même si c'est les Juifs qui l'ont fait, on ne sait pas si les documents ne montrent pas ça. OK? Comprenez-vous la subtilité là, du truc? Et ça, c'est un problème qu'on a, si on veut devenir des médias alternatifs crédibles, il faut arrêter de faire dans le clickbait, dans le tape à l'œil, dans les une tape à l'œil, de retweeter n'importe quoi. Il faut avoir des preuves solides de ce qu'on avance. Les médias mentent, on n'arrête pas de dire que les médias mentent, là. Les médias sautent aux conclusions, nous font avaler n'importe quoi et puis tordent la vérité, etc. Mais on fait la même chose sur les réseaux sociaux. On prend des documents qui ne montrent pas quelque chose et on leur fait affirmer exactement le contraire. Et je fais jamais ça. Moi, je suis désolé, là, si jamais si jamais je me fais attraper ou je vous montrer, Alexis, que le document que tu dis ne montre pas ça, ben je vais le retirer, rectifier, etc. OK? Souvent, même, je check les fact-checkers des médias avant d'avancer certains trucs. Donc, c'est ça que Mike Flynn dénonce. Il dénonce surtout, avec la sortie publique des documents de la CIA, il dénonce surtout la déclassification des documents de JFK, il dénonce surtout la CIA et ça va dans le sens de l'agenda de Trump de démanteler la CIA. OK? Donc, c'est ce que j'avais là-dessus.
Donc, le Mossad avait des intérêts, mais il a pu opérer sans se salir les mains. Et puis, lien avec les agences de renseignement internationales. Je vous montre un petit clip traduit de JFK, justement, qui parle du fait que, et de Roger Stone, qui parle du fait que JFK ne voulait pas la prolifération nucléaire et que ça allait à l'encontre de la politique de Ben Gourion, le premier ministre israélien. Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer be habitable. Every man, woman, and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation or by madness. The weapons of war must be abolished before they abolish us. Kennedy was also fighting with the state of Israel. Israel was demanding to have nuclear weapons. Kennedy was opposed to their having nuclear weapons. After the murder of John F. Kennedy, Lyndon Johnson agreed to Israel's having the nuclear bomb. Another factor Donc, Kennedy était opposé. Après le meurtre de Kennedy, Johnson est arrivé puis il a finalement accepté qu'Israël ait des armes nucléaires. Donc, circonstanciel, ils avaient des intérêts, mais est-ce qu'ils sont impliqués directement dans les documents? Peut-être, peut-être que Guéhenno le montre dans son livre, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais dans les documents, il n'y a pas ça. OK? Voilà, donc ça, c'était pour ça. Maintenant, allons-y avec le dernier segment du Web Journal sur Mark Carney. Des élections ont été appelées au Canada et on va être en élection le 28 avril. Et là, les gens me disent, ils veulent que je parle de Mark Carney, etc. Premièrement, Trump a dit qu'il préférait Mark Carney. Okay? Est-ce qu'on l'a ici? Je ne sais pas si ça vaut la peine de le... Il dit qu'il préfère faire affaire avec un libéral plutôt qu'un conservateur et que Poilievre avait dit des choses méchantes sur lui. Poilievre était sorti pour dire Trump ci, Trump ça, et puis nous ne laisserons jamais avoir. Et puis là, Trump dit, j'aime pas Poilievre, il a dit des choses méchantes, je préfère de loin faire affaire avec Mark Carney. Oups, le son est très bas. OK, ça ne sert à rien. Le clip, je n'avais pas remarqué que le son du clip était très, très, très bas, mais il dit ça dans le clip. C'est le clip, je le mettrai peut-être, j'augmenterai le son, je le mettrai sur... De toute façon, il a circulé abondamment. Et là, donc, Trump qui préfère faire affaire avec le successeur de Justin Trudeau. Bon, là... Tout le monde a bien vu que c'était comme... qui disait ça, que c'était du hameçonnage, comme ce qu'on explique à Radio-Québec. Mais est-ce que la grosse question là-dedans, c'est est-ce que les pilules noires vont le prendre à la lettre? Eux qui prennent toujours Trump à la lettre puis qu'il n'y a jamais de deuxième degré pour eux autres. Est-ce que les pilules noires pensent réellement que Trump préfère faire affaire avec Mark Carney? Je vous pose la question dans le chat, là. Pensez-vous que les pilules noires ont pris ça au premier degré et pensent que Trump préfère réellement... Trump ne veut pas de Poilievre, alors avec qui il s'entendrait normalement? Trump préfère Mark Carney parce qu'il préfère faire affaire avec un libéral. Que pensez-vous de ça? Mais la réponse, c'est probablement oui. Ils ont pris ça au premier degré parce que selon eux, Trump est un mondialiste. Et c'est sûr que Trump étant un mondialiste, Trump préfère faire affaire avec un autre mondialiste. Mais finalement, Poilievre aussi est un mondialiste, et donc il n'y a pas de raison, étant donné que ce sont tous des marionnettes, qu'ils sont tous les mêmes et puis qu'il n'y a jamais de différence, pourquoi préférer un sur l'autre? Tout ça est un show. Vous voyez comme le niveau de réflexion de tout ça. Des pilules noires. Trump est un mondialiste et donc pour lui, il n'y a aucune différence entre Poilievre et Carney puisque de toute façon, ce sont tous des marionnettes. Mais moi, c'est ce que, évidemment, une quantité industrielle de, ça c'est les pilules noires, une quantité industrielle de personnes ont compris qu'il disait ça pour, c'est comme le baiser de la mort à Mark Carney. Ouais, s'il dit qu'il préfère Poilievre, les médias canadiens vont attaquer Poilievre. Ils vont dire, ouais, là, tu t'acoquines avec Trump. Ils ont fait la même chose avec RFK. Ils demandaient à RFK, ils posaient ce genre de questions-là pour savoir, et les deux se sont toujours comme maintenus un peu. S'il avait dit qu'il préférait Poilievre, c'est dans une espèce de période de ferveur du nationalisme canadien. Si Trump avait dit « je préfère Poilievre »,
ça aurait été le baiser de la mort pour Poilievre. Ouais. Et donc, il était obligé de dire « je préfère Mark Carney », même si toutes les politiques de Trump vont à l'encontre de de l'ADN même de Mark Carney. Okay? Et donc, il a fait ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle une fausse chicane. C'est une fausse chicane avec Poilievre. C'est comme ce que j'ai expliqué dans les Trumpologies 101. Vous en avez eu un autre exemple ici de fausse chicane, comme avec Ron DeSantis, avec toute la gang. C'est ce que j'avais expliqué aussi dans le théâtre Trump-Kim, quand Trump disait qu'il allait faire sauter la planète, qu'il avait un plus gros bouton nucléaire que Kim, et tout le monde disait que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Il avait dit Kim m'a insulté et je n'irai pas, j'annule le sommet. Puis là, les journalistes de Radio-Canada qui étaient venus au micro dire « Nous savions que ça allait être annulé parce qu'il s'agit de 2 narcissiques. » Puis là, finalement, Trump, une semaine après, avait dit « Non, le sommet va toujours avoir lieu. » Puis ils étaient allés se serrer la main, etc. Les journalistes... Et donc, ici, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez 2 interprétations possibles, l'interprétation pilule noire ou l'interprétation trumpologique. Voilà. Donc, mais la question, c'est ça, c'est Bernier a-t-il une chance? C'est la question. Bernier qui est aux États-Unis en tournée, il a fait le Peter Ben David podcast, le PBD podcast. Il a fait aussi InfoWars. C'est gros, c'est gigantesque, InfoWars, etc. Est-ce que Bernier a une chance? C'est ça la question. Donc, allons-y. Je vais vous dire ce que je pense, en fait, des élections. C'est pas vraiment important, tout ce qui se passe. Je ne vais pas vraiment me prononcer. Bernier a peut-être une chance, mais contrairement aux États-Unis, je pense que le Canada, la France... d'autres pays sont complètement... les élections sont complètement phagocytées, truquées, manipulées. Peut-être pas complètement, mais dans une très large mesure. On a passé énormément de temps à Radio-Québec à aller au fond des choses. Aux États-Unis, pourquoi c'est différent? Parce qu'ils ont mobilisé la société civile entière, avec des organisations comme True the Vote qui sont passées à travers des quantités industrielles de données pour montrer la fraude électorale. Ici, ils ont installé des caméras. 200 Mules a obtenu les données de cellulaire pour voir que les mêmes mules faisaient des allers-retours vers les bureaux de poste pour poster pour des bulletins de vote. Ils arrivaient souvent avec des paquets de 10, puis ils faisaient genre comme 50 voyages avec des paquets de 10 bulletins de vote. Et le vote était comme manipulé aux États-Unis à travers les machines, à travers... le vote par correspondance et toutes sortes de trucs, des trucs de dernière minute. Là. Et Trump l'a dénoncé. Et ailleurs, on ne dénonce pas ça. Oui. Il a créé d'ailleurs aussi les Space Force et le Cyber Command avec des capacités informationnelles pour surveiller ce genre de trucs-là et les bloquer, le cas échéant. Et donc, aux États-Unis, il y a une possibilité d'avoir des élections efficaces. Je pense de toute façon que ça va être la question du vote électoral aux États-Unis ça va être massivement réformé comme le reste de l'appareil américain. C'est juste pas la première chose qu'ils vont faire en arrivant. Il faut dégraisser l'État, il y a comme la paix mondiale et tout ça, mais c'est certainement, il l'a promis et c'est un dossier qui va être le 6 janvier 2021, ça va sortir, la fraude électorale aussi, mais on n'est pas là. Et alors qu'ailleurs, les élections ne sont pas, sont pas justes. On l'a expliqué. Regardez juste ce qui se passe en Roumanie. Quand un candidat menace réellement l'establishment, on l'empêche de se présenter. Et là, ça, c'est possible en Roumanie parce que c'est un pays dont on entend rarement parler et les médias ne parlent pas de ça. Regardez, au Canada, personne n'a entendu parler de la Roumanie, du blocage des élections. Personne! Il n'y a comme pas de une, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas rien. C'est passé littéralement complètement en dessous du tapis. Donc, on opère un coup d'État en Roumanie, on empêche un candidat de se présenter avec des raisons fallacieuses. Et ça passe complètement. Les médias sont complices ici de ne pas nous informer. C'est les mondialistes qui sont des gens qui ne croient pas à la démocratie. Yuval Noah Harari dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. On a déjà parlé de fraude électorale massivement à Radio-Québec à plusieurs reprises. Et donc, c'est ça un peu la ligne avec ce qui vient. C'est-à-dire que je veux pas
je ne veux pas me lancer à faire des prédictions ou dire, prendre un camp ou dire Mark Carney, c'est un mondialiste qui a fait, même Liz Truss en Angleterre dit qu'il a ruiné l'Angleterre. Ça sert pas à grand-chose tant qu'au fond, on n'a pas créé des institutions comme aux États-Unis de la société civile qui vérifient le vote, qui auditent, tant qu'on n'aura pas pris en considération l'aspect fraude électorale. Là, présentement, les médias alternatifs, là, il y a plein de médias alternatifs. Oh, on va créer un débat sur Internet. Ils essaient d'avoir des clics puis des vues. Puis il n'y a personne qui parle de fraude électorale potentielle, alors qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe au comité électoral. Les votes, sortent partout dans le pays, ça s'en va au comité électoral, puis le comité électoral envoie ça aux médias. C'est comme le ministère de l'Intérieur en France. Tu sais, avec le vol en direct, là, j'aurais dû avoir, vous le savez, c'est quoi, là, les genre 5 millions de votes qui ont disparu de Marine Le Pen, qui ont été transférés à Macron là, lors de la dernière présidence 2000, je sais pas c'était quoi, 2022. En direct à la télé, là, on l'a montré souvent. J'ai montré aussi, vous voyez, comme par exemple ici, premier tour en 2017, vous voyez Marine Le Pen, les points bleus, c'est où elle performe. Vous avez en noir la tangente. Et après ça, vous avez en bleu, elle sort forte au début, puis après ça, elle disparaît vers la fin, elle sous-performe vers la fin, le dernier point bleu en haut. Et alors que Macron, lui, puis c'est comme ça pour tous les candidats, ça va, ça descend, ça monte comme ça. Macron, c'est une ligne droite, c'est statistiquement impossible. C'est une ligne droite. Ça, c'est un algorithme qui a sorti les votes de Macron. Okay? C'est un algorithme qui a produit le score de Macron au premier tour de la première élection en 2017. Donc, et c'est la même chose ici. On l'avait déjà montré à plusieurs reprises. Notons cependant Ezra Levin de Rebel News qui a dit que l'élection de Carney était potentiellement frauduleuse. Il dit, Ezra Levin, fondateur de Rebel News, a suggéré que le mondialiste Mark Carney avait triché lors de la campagne du Parti libéral. Il exige désormais un audit indépendant. On devrait avoir des audits indépendants sur toutes les élections. Toutes les élections devraient être auditables. On devrait être capable de retracer notre vote dans le lot. On devrait faire ça. On devrait pouvoir voir et vérifier le résultat du vote. Tant que ça, c'est pas là, c'est facile de tricher. Il n'y a personne qui surveille les boîtes de vote par correspondance. Dans la semaine entre le vote par anticipation et le vote final, dans la semaine, quelqu'un peut arriver à 3 heures du matin, prendre 10 boîtes puis les remplacer par 10 autres boîtes. Mettre une signature, puis c'est comme il n'y a personne. Dès que tu as la clé, il n'y a même pas de surveillance vidéo. C'est comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pensez-vous, c'est penser à Valérie Plante, là, puis même aux élections municipales, il n'y a personne qui vérifie. C'est pas sérieux. Je veux dire, il y a un peu de protection. Ils sont dans un endroit avec une barrée à clé, mais tu sais, c'est. Et donc, il dit, avait triché lors de sa campagne du Parti libéral. Il exige désormais un audit indépendant. Soupçonnez-vous qu'un acte criminel ait contribué à la victoire de Carney? Pensez-vous que le PCC y soit pour quelque chose? Discutez-en, etc. Donc, Ezra Levin qui avait osé soulever la question de la fraude électorale dans l'élection de Mark Carney comme chef du Parti libéral. Il s'était passé la même chose avec Andrew Scheer et Maxime Bernier. Rappelez-vous, je ne me rappelle plus, c'était aux alentours de 2017, Maxime Bernier et Andrew Scheer se disputaient la chefferie du Parti conservateur après la démission de Stephen Harper. Et Bernier, le samedi, à la fin du vote, Bernier avait 7000 voix d'avance. Il avait gagné l'investiture du Parti conservateur. Et là, tout d'un coup, il y a eu un blackout dans les machines. Un blackout qui a duré 24 heures. Et quand le blackout s'est terminé, le lendemain, c'est Andrew Scheer qui avait 7000 voix d'avance. Miracle! Le candidat, et rappelez-vous maintenant tout ce qu'on a expliqué sur la façon dont l'OTAN et ces trucs-là se mêlent maintenant des élections pour empêcher les candidats populistes d'accéder. Tout ce qu'on sait avec Mike Benz, là, ça a été utilisé fort probablement contre Maxime Bernier, exactement comme Georgescu en Roumanie. Ils ont fait c'est exactement ça. Ils annulent des élections. Ils ont cancellé Maxime Bernier. Même chose avec, je sais que vous l'avez déjà entendu, mais c'est parce que c'est ça mon propos. Ça ne sert à rien de faire comme les autres médias, les médias traditionnels et aussi les médias indépendants qui essayent d'avoir l'air des médias traditionnels puis de faire abstraction qu'on n'est pas dans un système hautement douteux qui devrait être audité. Par exemple, lors de la dernière campagne fédérale, vous avez ici... En 2022, rappelez-vous, Maxime Bernier était le seul, il y avait du mécontentement partout au Canada, une espèce de vague, et c'était passé la même chose avec Duhem, Legault, tout ça. Maxime Bernier était le seul qui se présentait dans les rallyes, il y avait du monde, il était applaudi, il était en train de devenir une vedette. On m'avait demandé à cette époque-là pourquoi Trudeau déclenche des élections aussi rapidement. J'ai dit que c'était pour couper l'herbe sous les pieds de Maxime Bernier qui était en train de devenir une star de la politique canadienne, et le PCC n'avait pas eu le temps, Maxime Bernier n'avait pas eu le temps de s'organiser
suffisamment pour les élections et on avait sorti un truc comme ça. Ça, c'est mon fils qui a pris ces captures d'écran-là, comme ça, random, là, lors de la soirée électorale. Et regardez ce que ça montre. Je l'avais déjà montré. Regardez Other. Donc, alors, à l'époque où Maxime Bernier était une vedette, Other, en Colombie-Britannique, Other a 4 fois plus de votes que son plus proche concurrent, le Parti libéral. 29 contre 27. Pensez-vous vraiment que c'est 29 indépendants, genre Ticoun, qui sont en avance, le genre Bob Stewart, le genre que personne connaît, qui est en avance. Puis là, c'est un autre, là, Mary Angleton, là, qui elle aussi, là, qui personne n'a jamais entendu parler. Non, Other, c'était les candidats du PCC. Ils sortaient fort au début du vote. Alors, Colombie-Britannique, 29, OK, au début du vote. Et là, c'est la même chose partout. Saskatchewan en avance, les 3/4 des candidats allaient 9 sur 14, c'était Other, -PCC. Là. On a déjà, je fais ça rapidement. Là. En Ontario, ils étaient 2e. Other, c'était 31. Plus en avance sur les conservateurs, qui en avaient 23. Quel parti en Ontario pourrait être en avance sur les conservateurs? Pensez-vous que c'est des... comme Stephen Miller, genre, tu sais, le gars qui se présente individuellement. Non, pas aussi fort que ça. Aussi fort que ça, c'était la vedette de l'époque, à l'époque des confinements, etc. C'était Maxime Bernier. Les gens avaient envie de voter pour... J'avais envie, comme disait Michael Moore, de lancer un cocktail Molotov sur l'establishment, un cocktail Molotov politique avec Maxime Bernier. C'est pour ça qu'il sortait fort. Et donc, c'est ça. Ici, même chose avec... On va juste terminer ça rapidement pour vous. L'Alberta, 28 contre 4 conservateurs. Regardez ça ici. 28 en avance contre 4 conservateurs. 28 contre 4. Pensez-vous que c'était encore des indépendants ou c'était le PC? En Alberta, c'était le PCC de Maxime Bernier. Mais le comité électoral a marqué « Other ». Partout au pays, « Other » était en avance sur tous les autres partis. En Ontario, ils étaient 2e. Au Québec, je ne sais pas, là. Partout au pays, Other était en avance. Puis là, au fur et à mesure de la soirée, là, c'est comme avec Marine Le Pen, tu rentres les trucs, puis l'algorithme, ou comme avec Trump, l'algorithme change le truc, puis là, tu as comme un différentiel, puis finalement, Other disparaît graduellement. Other ici, vous voyez comme Saskatchewan, Other disparaît, puis hop, dès que le Other disparaît, poup, le PCC apparaît sur le truc. Poup, le PCC qui est un parti officiel. Other, ce n'est pas un parti officiel, mais Other disparaît. Le PCC apparaît, et puis avec 0. Other 0, poup, le PCC apparaît. Même chose avec l'Ontario. Tu vois, Other disparaît, il est tombé à 3 pour finalement disparaître. Donc, on passe de 2e à finalement à disparaître. Même chose avec toutes les autres partis. Other en Alberta était premier avec 28, et finalement, après ça, il tombe à 4. Et pour finir par disparaître complètement. Regardez, 28, 4. Ça a été la même tendance partout dans le... OK? Donc, je suis très... il y en a beaucoup comme ça. Et au Québec, on a modifié les lois pour pouvoir permettre le vote à la poste dans certaines circonscriptions, les circonscriptions où le Parti conservateur d'Éric Duhaime pouvait faire des gains. Il y a jusqu'à 50 des votes, jusqu'à 40 des votes qui étaient des votes par anticipation. Éric Duhaime, qui a, tout le monde l'a vu, laissé tomber, je veux dire, les gants. Il ne s'est pas présenté au premier débat. Il aurait pu détruire Legault. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Puis après ça, quand il y a eu toutes les contestations pour la fraude, puis des malversations, puis son propre parti, le Parti conservateur, les présidents de circonscription disaient que le national, Éric Duhaime, avait mis des bâtons dans les roues, ne voulait pas gagner, etc. Éric a pris l'avion, puis il est parti. On n'a jamais vu un chef de parti, alors qu'il y a des contestations dans plusieurs comtés, là, prendre l'avion puis partir, là, genre non, 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 non. Puis après, il est allé s'excuser aux médias en disant « Je ne veux pas contester parce que je crois en la démocratie. » OK? Modification des règles. Il y a aussi à cette époque-là Libre Média qui avait, je m'excuse de faire un segment un petit peu plus long, là, mais Libre Média de Jérôme Blanchet-Gravel qui avait sorti un article sur tous les glitches dans le logiciel d'élection Québec. Il y a eu plein de glitches. Les gens, leur nom avait disparu ou les gens arrivaient puis ils avaient déjà voté, puis etc., etc. C'était sans précédent. Un niveau sans précédent de glitch et un niveau sans précédent de vote par anticipation, etc. Puis personne ne pense qu'il s'est passé de l'avenir. Et donc,
ça ne sert pas vraiment à grand-chose que je commande tout ça. Je ne me jetterai pas dans l'arène politique inutilement. Tant qu'on n'aura pas des trucs sérieux qui se passent sur le vote, tant que les médias alternatifs, là, au lieu de jouer aux fins finaux pour avoir des clics, commencent à s'intéresser réellement aux histoires de vote, bien, on va se faire faire des passes comme à la Éric Duhem, comme Maxime Bernier s'est fait passer, comme en Roumanie, etc. Ceux qui sont à la manœuvre en Roumanie, c'est les mêmes qui contrôlent nos élections. Là. C'est la même mentalité otanesque. Et donc, et là, juste comme encore une fois pour les sondages, les sondages qui montraient que Mark Carney montait super haut et qu'il était, c'est comme Kamala Harris, une nouvelle vedette, au moins les gens commencent à allumer sur les sondages. Là, les gens commencent à allumer sur les sondages. Je vais juste vous rappeler ce que Dimitri Soudaz disait au sujet des sondages. Dimitri Soudaz, qui a été le directeur des communications du premier ministre du Canada, Stephen Harper, est directeur aussi de l'exécutif du comité olympique, etc. Je pense qu'il a aussi fait partie du conseil privé. En tout cas, à peu près ce que vous avez de plus haut placé. Et on va aussi regarder les propos de Philippe de Villiers sur les sondages. Philippe de Villiers, qui est un homme politique français qui a travaillé dans l'administration du gouvernement Chirac. Il a été député français, eurodéputé. Il a écrit plusieurs livres, c'est un homme public. Je vais vous montrer Dimitri Soudaz en premier et après de Villiers sur les sondages. Alors, Today, si vous étiez député, aimeriez-vous avoir 100 000 ou 130 000? Je vous assure que ce 74 % serait très différent. Parce que, donc ça dépend de la question qu'on pose. Ouais. Je m'excuse, le son est bas, là. Je vais vous... Je m'excuse, mais écoutez bien ce qu'il dit par la suite. Il dit, quand on a besoin d'un sondage, on appelle les sondeurs et on achète des sondages. On veut un résultat, on achète. Les sondeurs sont des mercenaires qui se font acheter. Ils veulent tel résultat, ils vont te créer une méthodologie qui va te donner le résultat que tu veux. C'est ça. Ben oui. Puis écoutez, je me souviens, à mon époque, appeler des sondeurs pour leur dire, j'ai besoin d'un sondage qui me donne le résultat suivant. Je me souviens à mon époque appeler des sondeurs pour leur demander « J'ai besoin d'un sondage qui me donne les résultats suivants. » Peux-tu le faire, s'il vous plaît? Peux-tu le faire, s'il vous plaît? Attendez, Dimitri, vous avez fait ça, vous? Et là, oups, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Le présentateur dit « Vous avez fait ça? Vous avez appelé des sondeurs pour leur demander des résultats spécifiques? » Ben oui. OK. Vous dites? Pose une question qui va me donner le résultat que je veux, puis après ça, je vais mettre ça sur la place publique, puis ça va renforcer ma position. Pose une question avec la réponse que je veux, puis après ça, je peux publier quelque chose, aller sur la place publique, etc. C'est la même chose avec les élections, même chose ici de Villiers. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Voilà. Donc, c'est ça. Vous m'excuserez mon cynisme face à la démocratie. Je pense qu'il y a seulement aux États-Unis où les gens ont pris la fraude électorale au sérieux avec des organisations de surveillance dans la société civile et tout. Et tant qu'on n'aura pas ça ailleurs, on va être sous le coup des politiques de l'OTAN et pas seulement de l'OTAN, mais des think tanks et tout ça qui visent à empêcher les leaders populistes de monter. À l'époque, quand tout ça s'est passé, ça fait plusieurs fois que je le montre, là, Maxime Bernier ne s'est pas plaint. Et donc, il ne s'est pas plaint quand il s'est fait voler l'élection du Parti conservateur contre Andrew Scheer. Il ne s'est pas plaint après ça en 2022, alors qu'il aurait pu potentiellement avoir plein de députés. Rien. Et là, tu sais, c'est ça. Donc, il crée des sondages où le PPC de Maxime Bernier est complètement inexistant et il se bat pour survivre. Il est obligé d'aller aux États-Unis faire des entrevues. Vous comprenez? Donc, mais c'est parce qu'il a accepté d'une certaine façon dans les années passées de se faire mettre en boîte. Il ne faut pas accepter de se faire mettre en boîte. Il faut mettre sur le devant de la scène la question de l'intégrité du vote
et demander à ce que les votes soient auditables et plus de transparence. Et poser la question sans avoir peur de la fraude électorale. Ça existe, la fraude électorale? Bien, il peut y en avoir, oui, c'est ça. Ben. Et pas faire comme Éric Duhaime, se boucher les oreilles alors qu'il y a plein de cas de fraude potentielle et de partir avec son chum à Lisbonne en pleine tempête alors que ça chauffe puis il y a de la contestation. OK. Donc, c'est ça ici. Le comité électoral, c'est comme au Canada, c'est comme le ministère de l'Intérieur en France. Il y a le vote, les gens envoient leur vote, les circonscriptions envoient leur vote. Là, ça rentre dans la boîte noire, puis après ça, la boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire, on ne sait pas qui travaille là, le comité électoral, on ne sait pas, eux autres, ils reçoivent toutes les informations de partout, puis ils nous disent c'est quoi le résultat. Donc, il faut les croire sur parole. Il n'y a aucune transparence. C'est comme de la confiance, là, de la grosse confiance. OK? Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Déjà 1h21. Est-ce que j'avais autre chose? Ah oui, j'avais autre chose. Il sera plus long que d'habitude aujourd'hui. Je dois faire presque un mea culpa. Est-ce qu'on peut dire ça? Genre, ici, est-ce qu'on est encore... Ça fait un bout que je n'ai pas regardé le chat. Des fois, je regarde le chat juste pour me rassurer que je suis encore vivant. Je suis encore en onde, tu sais. Et donc, ça ici, décès de l'actrice Émilie Dequesne, les jeunes adultes de plus en plus frappés par les cancers. Et là, là je me suis dit, merde, là, je suis comme, finalement, j'ai fait une hostie d'erreur dans les web journaux où est-ce que je parle. Les jeunes adultes sont... Je ne veux pas être cynique, là, en fait. Les gens vont me reprocher mon cynisme. Mais non, parce que je suis un peu cynique parce que l'année dernière, j'avais partagé un article de TVA Nouvelles qui parlait de cette étude du Lancet qui disait que les jeunes mouraient, il y avait plus de cancers que jamais. Et que les jeunes mouraient plus. J'avais fait comme j'avais dit un vax, quelque chose, puis là, j'avais envoyé ça. Puis là, quelqu'un m'avait dit as-tu vraiment lu l'article, Alexis? Puis là, j'étais allé lire l'article. Puis l'article disait que c'était une tendance depuis genre 2008-2009, qu'il y avait une augmentation des cancers chez les jeunes depuis 2008-2009. Puis là, je m'étais senti stupide d'être sauté aux conclusions. Je pensais que c'était comme en 2022-2023, là. J'avais finalement enlevé mon retweet. Ça, c'est le genre de... Puis là, après ça, tu te poses des questions. Est-ce que je retweete les choses un petit peu trop rapidement? Mais c'est ça. Là j'ai revu celui-là passer et c'est justement, ça va dans le sens de ça. C'est la même, il parle de la même étude du Lancet. Là, c'est une actrice britannique ou de Ken, je ne sais pas trop, qui est décédée. Et là, l'article nous dit... La mort de l'actrice Émilie Dequesne, à 43 ans, rappelle que les jeunes adultes sont de plus en plus frappés par des cancers. Ce phénomène pour lequel différentes hypothèses sont avancées doit toutefois être nuancé face à certaines affirmations alarmistes. Ils vont dire que ce n'est pas une hécatombe, les hosties. Il y a de plus en plus de preuves que le risque du cancer augmente chez les jeunes générations, concluait en 2024 une vaste étude menée aux États-Unis et publiée dans The Lancet. C'est ça l'étude que j'avais publiée, là, que j'avais partagée. Et donc, l'étude du Lancet montre ainsi que sur une trentaine de cancers, la moitié ont augmenté chez les jeunes personnes nées entre 1990 par rapport aux générations précédentes. Une étude très relayée, publiée en 2023 par le British Medical Journal Oncology. Oncologie, c'est le cancer, là. Attestait que la hausse des cancers dits précoces, tu sais, des personnes comme... il y a une hausse des cancers, il y avait il y a 2 semaines, là, par exemple, les personnes moins de 40 ans, une hausse de 80% des cancers des personnes de moins de 40 ans. J'aurais dû avoir la... Je ne sais pas si j'en ai parlé. En tout cas, il y a une étude qui sortait au New Jersey et en Angleterre, les personnes de moins de 40 ans, 80% de plus de cancers. Je vais continuer à lire, mais je vais juste sortir le punch tout de suite. C'est que la tendance est en augmentation depuis le début des années 2000. C'est-à-dire, mettons, le niveau de base, c'était 100 au début des années 2000. Disons comme quelque chose de facile à calculer. 100 cancers par 1000 habitants. Bien là, comme en 2005, c'était 120 cancers par 1000 habitants. En 2010, c'était 140 cancers par 1000 habitants. En 2015, c'était 160 cancers par 1000 habitants. Et en 2020, c'était 180 cancers par 1000 habitants. Et donc, il y avait une augmentation de 80% des cancers. Sauf que, encore une fois,
là, on a tendance, comme moi, j'ai fait ça, j'ai sauté aux conclusions en disant que c'était le vax. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était une augmentation énorme qui datait du début des années 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, il y a une espèce de gigantesque gonflement des cancers pour une raison qu'on ignore depuis le début des années 2000. Et donc, encore une fois, c'est ce que je veux juste que les gens fassent attention à la causalité, comme avec le gars qui parlait des documents de JFK qui disait « Les documents montrent que... As-tu lu les documents? Est-ce que vous... » C'est ce genre d'éthique-là qu'on doit avoir dans les médias alternatifs si on veut avoir une quelconque crédibilité. Et donc c'est ça, une étude très relayée. Un chiffre impressionnant tiré de cette étude avait marqué les esprits. Entre 1990 et 2019, le nombre des cancers a augmenté de presque 80 %. Entre 1990 et 2019, les cancers ont augmenté de 80 %. C'est presque doublé. Ce bond a conduit de nombreux cancérologues à parler d'une épidémie chez les jeunes. OK, mais finalement, ils disent que la population a augmenté, mais la population n'a pas augmenté de 80 % là, mais il y a une augmentation réelle en chiffres absolus. C'est pas 80 % des jeunes qui ont le cancer, c'est pas ça que ça dit. C'est-à-dire que mettons, si tu as 10 cancers pour 100 personnes, bien là, tu en as 12, 14, 16, 18 sur 100 personnes. C'est 80, presque le double. C'est beaucoup, oui, mais c'est pas une hécatombe. Je suis baveux, hein? Tout ça je voulais juste dire encore une fois de faire attention aux biais de confirmation. Aux biais de confirmation et de bien vérifier les informations avant de les partager. Il y a plein de raisons possibles pour ça, notamment, genre, on pourrait dire le Wi-Fi, on pourrait dire aussi l'alimentation, le style de vie, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est important de make America healthy again, faire attention aux additifs dans la nourriture et combattre certains comportements de santé nocifs, je dirais pas combattre, mais sensibiliser les gens aux ravages de certains types d'alimentation, etc. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a une augmentation de 80 % des cancers que c'est le vax. Des fois, il y a d'autres choses que ça qui sont à l'œuvre. Il y a plein de marqueurs qui sont importants. Voilà. OK, bien c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Et j'ai encore une fois oublié, je suis tellement pris dans mes trucs, là, j'ai encore une fois oublié de montrer les petits graphiques habituels sur la façon de nous aider à Radio-Québec produire des reportages comme ça, comme toutes les autres petites entreprises indépendantes, que ce soit Libre Média, 7 jours sur Terre, ADNM, etc. La toile des médias indépendants ne peut exister de subvention gouvernementale, elle ne peut exister que par le soutien de ses auditeurs. Et on sollicite, comme d'habitude, votre appui. Si ça vous a plu, si le web journal était lent, ennuyeux, si c'était redondant, si votre cassette est une merde, si c'est comme... Oui, tournez la page, ou si vous avez regardé ça, tu sais, comme mon fils, des fois, il regarde le web journal, mais il est en train de jouer à des jeux vidéo. Là. Je dis, tu as regardé le web journal? C'était important aujourd'hui. Il dit, oui, laissez faire. Mais si ça change, si vous pensez que c'est important, que c'est bon, soutenez Radio-Québec. On va en produire plus des comme ça. Plus les gens nous soutiennent, plus ça, tu sais, ça donne l'entrain, l'élan, ça vaut la peine d'y mettre les efforts et tout, et on se sent appuyé par nos auditeurs. C'est ça qui est super important. OK? Donc, vous connaissez les adresses. Ici, c'est par la poste. Ici, c'est comme Interac, par carte, etc. Après ça, y a-t-il d'autres choses, genre... Voilà. OK? Regarde tes mails, Frédéric. Oui, je suis lent sur je reçois beaucoup de courriels. Il y a des fois où est-ce que je disjoncle, où est-ce que le fusible lâche. Vous ne pouvez même pas imaginer c'est quoi la quantité d'informations, la quantité de personnes qui m'envoient des trucs à lire, à regarder, qui me demandent des réponses urgentes pour une affaire, puis qui argumentent avec moi, ou plus... c'est comme... Je suis désolé de ne pas toujours répondre. Des fois, genre, moi, je suis un multirécidiviste là, du cellulaire au volant, là. S'ils veulent m'assassiner, c'est la bonne chose. Un accident de voiture avec cellulaire au volant. Il avait son cellulaire au volant. Et il l'a dit dans un web journal qu'il avait le cellulaire au volant. Souvent, je fais ça, tu sais, je regarde mes trucs, puis là, je suis comme au feu rouge, et puis là, je suis comme...
Fait que là, je vais regarder, puis là, vous allez voir, j'ai un message, ça va être vu, et puis, mais finalement, je réponds pas parce que je suis, ou bien des fois, je suis, en tout cas, soyez patient avec moi, là. Si ça fonctionne pas, des fois, renvoyez-moi un courriel, renvoyez-moi un message. Vous voyez pas nécessairement ça comme de l'arrogance, mais c'est juste, des fois, c'est ça, je suis en train de marcher ou je suis comme occupé. Mais je regarde toujours mes choses, je regarde, mais je peux pas répondre sur le moment. À la caisse, là, à l'épicerie, je regarde mes trucs, je peux pas faire une longue réponse, fait que ça reste sur vue. Puis après ça, je suis comme inondé de d'autres trucs. Fait que, renvoyez les courriels, voilà. J'en ai parlé ce soir de la déclassification des documents de JFK la déclassification des documents de JFK un petit peu plus tôt en soirée, sauf que c'est ça pointe surtout vers la CIA. Il n'y a rien là-dedans qui indique que le Mossad soit responsable. Ce que ça montre aussi, c'est que la CIA a facilité le transfert d'informations nucléaires, a désobéi au président des États-Unis, a facilité le transfert d'informations nucléaires vers Israël. Je vous ai suggéré, si vous vouliez plus d'informations, le livre de Laurent Guyeno, qui n'a pas été brillant sur QAnon, mais qui est probablement super renseigné sur JFK. Allez-y ici. Pour ceux qui sont mordus de ça, vous pouvez trouver ça. Je l'ai vu sur Amazon. Il y a peut-être d'autres endroits où vous pouvez le trouver. Et s'il y a d'autres informations, c'est que, n'oubliez pas, c'est 80 000 pages. Là. S'il y a d'autres informations qui sortent, on va faire des webjournaux là-dessus. On n'a pas de problème avec ça. Okay? Donc, inquiétez-vous pas, on ne va rien passer en dessous du tapis à Radio-Québec. S'il y a quelque chose de crunché, on va le sortir. Moi, j'ai été en 2019 celui qui est allé à la télévision québécoise parler de Jeffrey Epstein et des pédosatanistes. C'est pas comme si j'allais me... J'ai perdu tous mes comptes. On a été accusé de tout. Fait que c'est pas comme si j'allais me garder une petite gêne. OK? OK. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec. On a dépassé l'heure et demie. Je vous remercie pour toutes vos réponses au sujet du format. Vous avez répondu dans une très large proportion. Vous vouliez garder le à 17h17 et à peu près 1h30, le 1h30. Là, on a dépassé l'heure et demie, mais... et donc, on va mettre notre projet de changement de format sur la glace. À l'arrière, j'ai fait un segment sur RFK, je l'ai mis de façon indépendante, séparée. C'est une demi-heure quand même, mais on fera peut-être ça. Faire couper des petits segments, puis les mettre sur... si ça peut être utile à des gens. OK, voilà. Merci pour vos réponses. Et puis, bon, voilà, s'il y a de quoi cette semaine, sinon, dimanche prochain, le rendez-vous habituel pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao.